tout à fait. Et on se dirige devant la stèle du deuxième crash de la journée du 25 mai 44. La voici. Ce site est commémoré une fois par an, au mois d'octobre, par la municipalité de Saint-Raphaël. Il faut voir cette plaque qui est bien propre, bien nettoyée. Il y a une erreur, je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a une erreur sur le numéro matricule de série. L'avion est le 41-29-382 et non 582. On ne pouvait plus le changer, ça a été fait. On retrouve bien la date du 25 mai 1944. Voilà, abattu par la DCA et la chasse allemande. Voilà. Cet avion était le Lucky Lady, piloté par le sous-lieutenant William Trotter. Sur 10 hommes d'équipage, un seul survécu ce jour-là. Il s'agit du pilote William Trotter, très gravement brûlé. Les Allemands le récupèrent près du viaduc d'Antéor, l'amènent sur Toulon. Ils ne peuvent pas le soigner parce qu'il est trop brûlé. Il est donc dirigé sur un hôpital allemand spécialisé à Dijon, où il décédera de septicémie précisément 3 mois plus tard, le 25 août 1944. Aujourd'hui, le corps du pilote, le lieutenant Trotter, est inhumé au cimetière d'Épinal, dans le nord-est de la France, et son équipage, lui, a été rapatrié. 6 hommes ont été rapatriés aux USA, et 2 sont aujourd'hui inhumés au cimetière militaire américain de Draguignan. Donc pareil, cette stèle, c'est à l'initiative de ton association que vous avez réalisé cette... Une fois que nous avons retrouvé l'histoire, que nous avons trouvé des familles, nous avons contacté avec Aérorelique la municipalité de Saint-Raphaël qui nous a bien aidés puisqu'elle a pris totalement en charge les travaux de la stèle, de la pierre et du gravage du marbre. Et c'est grâce donc à eux qu'aujourd'hui cette stèle-là est commémorée donc une fois de ses parents pour ne pas oublier. Et bonne nouvelle pour ce deuxième site de crash, la stèle est toujours présente, elle n'a pas disparu. Alors là nous allons prendre juste ce chemin et nous allons nous diriger sur un endroit qui est particulier, lié au crash d'ailleurs. Vous allez voir, alors on y va. Ce bombardier, de type H, matricule 42 29 382, surnommé le Lucky Lady, va être atteint par la combinaison de la chasse allemande, mais également par l'extraordinaire concentration de canons antiaériens des 8 batteries de flak qui défendaient le secteur du viaduc d'Antéor. Et ce sera au final un obus de 8,8 cm flak qui éclatera directement dans le nez de l'appareil, endommageant gravement de ce fait tout le caravan du B-24 et en lui propageant bien sûr un énorme incendie à bord. Cet obus, très bien placé dans sa cible par les artilleurs allemands, va instantanément tuer à leur poste dans une effroyable explosion projetant des milliers de particules de métal tranchant 6 des 10 membres d'équipage, dont le mitrailleur de tourelle de nez, le sous-sergent Dale W. Jones, suivi du bombardier, car il se trouvait lui aussi juste en dessous, à l'avant du B-24. Il s'agit du second lieutenant Leonard Lee Meyer. Le copilote du Lucky Lady, le capitaine Robert F. McCarthy, succombera de ses blessures aux commandes de son appareil. Les éclats de cet obus fusant de 88 ne vont pas épargner les membres d'équipage qui se trouvaient sur le chemin en fait du blast de cette explosion, au-delà même de la soute à bombe, à croire que cette boule de feu n'épargnera que les 4 autres membres de l'équipage positionnés dans des postes un petit peu plus en retrait. Ainsi, le mitrailleur de tourelle dorsale et mécanicien de bord, le Technical Sergeant Robert T. Grissett, décédera lui aussi à son poste de tir, suivi des 2 mitrailleurs de sa bord qui se trouvaient un peu plus loin dans la carlingue. Il s'agit du sous-sergent Oakley E. Casey et le sous-sergent John E. Beck. C'est donc bien ce coup fatal qui est à l'origine de la perte du Lucky Lady
appartenant au 777e Bomber Squadron tel qu'il est mentionné dans le rapport de perte 5055. Cet appareil assurait aujourd'hui sa 9e et donc dernière mission de combat. Les détails de ces ultimes instants du Lucky Lady furent consignés dans les rapports des témoins directs de la scène, tels que le pilote du B-24 All Granddad's Dream, qui faisait partie de la même formation. Son pilote, le second lieutenant Rod S. Parrish, déclare avoir observé l'explosion du moteur numéro 2, suivie d'une très épaisse fumée s'échappant du moteur numéro 1, avec également de grosses fuites d'essence. Dans ces témoignages, on apprend que le Lucky Lady, juste après avoir franchi la côte en direction de la Méditerranée et fumant de toutes parts, va brusquement effectuer un virage à 180 degrés de façon à se rediriger vers la côte où il sera vu disparaître tout doucement vers la chaîne montagneuse au-dessus du petit village d'Aguet. Pour la petite anecdote, le B-24 All Granddad Dream, lui aussi, fut fortement touché par la flak lors de cette mission. Et il sera rapidement réparé à leur base de Gioia delle Colle pour être en mesure de repartir bombarder, cette fois, la ville de Nîmes, seulement 2 jours plus tard. Et il partagera malheureusement le même destin tragique que le Lucky Lady en ce 27 mai 1944, en se crachant, quant à lui, sur la commune de Courthézon. Voilà, donc, parmi les pins, non loin de la stèle commémorative, eh bien, en avançant de quelques pas dans la forêt, on retrouve quelques petits artefacts de cet appareil, des morceaux d'aluminium fondu que l'on va vous montrer de suite. Je crois que Philippe en a déjà retrouvé. Alors, il se trouve qu'il y a eu des gros orages récemment. C'est très sec ici, nous sommes à l'Estérel. Et les gros orages, comme ça tape fort, laminent le sol et tout ça ressort. Je suis venu il y a un peu plus d'une année et j'ai pas vu ces morceaux-là comme ça. Voilà. Et tout ça, c'est de l'aluminium pur fondu qui est principalement lié au moteur. Eh bien, regardez, voilà ce que nous disait Philippe. Vous voyez, des morceaux d'appareil, des petits morceaux de câblage d'aluminium fondu. Voilà. On est bien sur les vestiges de ce bombardier disparu désormais dans la forêt. L'avion était une torche. Lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a été abandonné, il est tombé en tournoyant sur lui-même comme une feuille morte et il est tombé à plat. Et la preuve, c'est que les photos que nous avons, on voit l'avion complet au sol, donc tu feras voir la photo. Et comment, moi je pensais qu'il était en morceaux l'avion. En réalité, il était complet. Il est tombé à plat, complet, en feu, il a fini. Il s'est consumé alors, sur place. Consumé. Et d'ailleurs, les photos que nous possédons, que vous allez voir donc, dans le film, on voit bien l'empennage complet. Il est complet debout, il reste que ça qui est intact, le fuselage, et le photographe est sur l'aile, il est comme ça. Il prend la photo dans ce sens, on voit le fuselage, et on voit les bonbons d'oxygène du fuselage complet. Et là, il y a 30 mètres entre les deux ailes sur les photos. Là, tu dis que l'aile était positionnée de là. Dans ce sens. Dans ce sens. 30 mètres. Alors, je ne peux pas te dire là le centre exact de l'appareil. C'était pas comme ça. Les photos le prouvent. Heureusement, les photos sont là. Et surtout, autre chose. On va voir, il y a un escalier pas loin. Et bien, sur la photo qui est prise comme ça, où on voit les moteurs. Oui, il y a l'aile qui repose sur l'escalier. Non, il y a une hélice. Il y a une hélice qui est là. Elle n'y est plus, elle a été enlevée. Et tu vois l'escalier. Il y est. Et on est là devant. Donc, là, tu es sur l'escalier de la photo alors. Là, tu rentrais. Là. Mais quand l'avion est tombé, il restait que l'escalier déjà. Il n'y avait plus rien. Alors, tout a changé. Il n'y avait aucun arbre. Ici, il y a eu plusieurs incendies qui ont été vraiment ravageurs. Tout a été brûlé, laminé, tout a changé, quoi. Bon. Très bel endroit. En tout cas, moi, amateur de champignons, je peux vous dire que l'endroit me plaît fortement. Je pense que je viendrai y retourner faire un petit tour parce que ça sent le champignon. Alors maintenant, je vais vous faire voir quelque chose qui est très rare sur un site de crash d'avion qui date de 79 ans en arrière, donc ça va faire bientôt 80 ans. Lorsque
l'avion est abattu, 6 hommes restent à bord. Ils ont été tués, ils seront retrouvés calcinés dans la carlingue de l'avion. Ces 6 hommes seront enterrés dans une fosse commune à environ 30 mètres dans le nord-est de l'épave. Nous avons retrouvé et localisé cette fosse commune qui a été vidée. Ces 6 corps ont été identifiés après la guerre et ramenés aux USA. Ils sont tous ensemble aujourd'hui dans une fosse commune dans le Kentucky, le cimetière du Kentucky. Ça fait donc 6 hommes. Alors la fosse commune était par là. Il y a un arbre qui a poussé dedans. Là, il y a un trou devant nous. Il me semble. Alors, fausse nouvelle. On n'est pas loin, c'est certain. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Et je suis venu il n'y a pas longtemps, je crois il y a 1 an ou 2. J'ai pas retrouvé. Philippe, viens voir. J'ai trouvé un trou qui me paraît pas tout à fait naturel. Et il y a un pin qui a poussé à l'intérieur du trou. Donc est-ce que ceci, j'attends confirmation de ta part pendant qu'il pleut, est-ce que ceci serait en fait la fosse commune? C'est ça, c'est la fosse commune des... 30 mètres, tu arrives au niveau des ailes. C'est ça. Voilà ce qu'il en reste, exactement, c'est ça. Et l'arbre a poussé, je t'avais dit qu'il y avait un arbre qui avait poussé. Bravo, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on dirait un trou d'obus. Il était plus profond quand on a découvert. Et regarde autour, il y avait eu un très vieux remblai, tu vois. Mais bravo, t'as l'œil, Ludo. Voilà, un endroit assez émouvant, cette fosse commune où les Allemands eh bien, ont déposé ici 6 corps. Absolument. Il se trouve que quelque chose qui prouve que tous les Allemands, eh bien entendu, n'étaient pas, comme on le dit, des nazis. Lors de notre première fouille, entre guillemets, sur place avec l'association aérorelique, grâce au rapport, nous sommes arrivés de l'aile de l'avion, on a compté 30 mètres dans le sud-est, nous sommes tombés ici. Il se trouve que lorsque nous sommes arrivés sur ce lieu de sépulture, puis c'est une fosse commune, où les 6 corps ont été retirés entre 1945 et 1946 pour être identifiés, ce qui a pu être enfin fait. Ils sont tous retournés aux USA, bien entendu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Qui s'est chargé en fait de récupérer les corps? Ce sont les Grave Registration, c'est-à-dire les... Et du coup, ils sont venus ici, et c'est eux qui mènent en fait les investigations sur les dépouilles. Voilà, après-guerre notamment. Là, ça a été le cas. Parce que nous, on n'a pas le droit de toucher, hein, on s'entend bien. Hein. De toute façon, dès qu'on est sur un site de la Seconde Guerre mondiale où il y a des ossements, si on trouve des ossements qu'on les remet au jour, par définition, on doit arrêter toute fouille. Il faut contacter la gendarmerie qui commande les services officiels. Nous, on ne doit pas toucher à ça. Nous n'avons jamais rien trouvé d'ossements ou quoi. Par contre, je trouve que Christian, avec Brian, nos amis de l'association aérorelique, et il y avait Daniel aussi d'ailleurs, il trouve que Christian trouve une douille en cuivre toute émoussée, toute abîmée, une deuxième, il fait un pas, une troisième, il me dit Philippe, tu sais ce que c'est? Je dis non, c'est quoi? Ce sont des douilles allemandes qu'on mettait dans des carabines. Et lorsqu'on faisait le respect aux morts, eh bien, on tirait en l'air, c'était le respect militaire, qu'ils ont été malgré tout inhumés avec les honneurs militaires. Ça c'est prouvé, il y avait plusieurs douilles autour qu'on a retrouvées. Ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, absolument. Moi qui partais sur l'idée que, bon, allez, on voit ce stéréotype où les Allemands, bah, ils font un trou, c'est une fosse commune en plus, mais non, on l'indique, hein, on ne cherche pas à comprendre, on met dedans. Et toi, en fait, cette théorie, tu nous la réfutes totalement. Les Allemands ont rendu les hommages militaires à leurs opposants, leurs ennemis. Absolument, absolument. Et nous en sommes certains. Toutes les douilles étaient bien sûr percutées. Pourquoi elles se seraient retrouvées ici? Ça a été construit. Je ne sais plus combien il y en avait. Il y en avait plus de 3. Là, j'en ai cité 3. Il y en avait vraiment plus. L'équivalent d'un peloton en fait, qui se met ici, le long, voilà, et qui font une salve. De 4 ou 6 soldats, je ne le sais pas. Eh bien, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un détail qui est étonnant et qui est, voilà, qui nous fait quand même changer un petit peu notre vision stéréotypée du côté manichéen que pouvait avoir cette guerre. Et finalement, bah oui, tout n'est pas si blanc et si noir. Et malgré qu'ils étaient opposés, eh bien, ça n'a pas empêché les Allemands d'avoir du respect, même si de prime abord, en les voyant dans une fosse commune, on se dirait, bah, tiens, ils sont pas embêtés. Ben non, pas tout, non, pas ce du n'est tout. pas le cas. Ils ont fait ça comme ils ont pu. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est triste, mais vu la chaleur, l'intensité de l'incendie, puisque les réservoirs se sont vidés, l'incendie a été énorme, il ne restait quasiment plus de corps. C'était un embrouillamie de corps qui a été récupéré, je ne sais pas comment, je n'ai pas les détails bien entendu, et mené ici. Donc. Et ces 6 hommes aujourd'hui sont retournés dans leur pays.
D'accord. Ils sont inhumés où alors? Ils sont inhumés au cimetière Zachary Taylor à Louisville dans le Kentucky. Au cimetière Zachary Taylor, il y a beaucoup d'ailleurs de sépultures militaires en common grave, comme ils disent, c'est-à-dire en fosse commune. Il y a beaucoup de fosses communes à Zachary Taylor d'aviateurs, de marins et de soldats de l'US Army. Cet incendie, déclenché à la suite du crash du Lucky Lady, fut assez vite circonscrit grâce à une poignée d'adolescents présents dans un camp de jeunesse qui se trouvait non loin du site du crash. Ce ne sera que le lendemain, le 26 mai, que les Allemands accédèrent à la zone et récupérèrent dans les restes du brasier les 6 corps des aviateurs n'ayant pu s'extraire de l'avion en feu. Les dog tags que vous voyez ici sur ces photos, avec pour certaines encore des traces de combustion, furent celles récupérées par les Allemands juste avant de placer les corps dans la fosse commune, comme vient de nous l'expliquer Philippe à l'instant. L'anecdote également à relever concernant cette tombe était que les Allemands y placèrent une croix pour indiquer la présence, bien entendu, de ces 6 malheureux, mais également ils y ajoutèrent surtout la parfaite identification de l'appareil grâce à son serial number, encore bien visible sur la double dérive de queue, malgré le terrible incendie. Ces numéros, peints au pochoir, dans la partie basse du logo du 464e Bomber Group, que voici, était le numéro matricule propre au Lucky Lady. Ces logos avaient un rôle très important en vol pour les aviateurs, notamment lors des phases où il fallait impérativement respecter le silence radio, mais aussi pour les aider à mieux se repérer dans leur groupe de bombardement, afin de ne pas se tromper de position dans cette formation de combat. Le surlendemain, le 27, les Allemands retrouvèrent encore 2 nouveaux corps dans cette forêt, sur les 4 aviateurs ayant réussi à s'extraire de cet appareil en sautant en parachute. C'est ce que nous allons découvrir immédiatement. Harry Lovell, et Robert Junior, 2 mitrailleurs du B-24, ont été formellement identifiés séparément par les Allemands et inhumés près de l'épave. Nous nous y rendons maintenant. Et après, je donne la suite. On voit bien que c'est commémoré, les drapeaux, toujours représentants et respectueux. Lorsque nous intervenons sur l'histoire de cet avion, c'était au milieu des années 80, ça devait être 84-85, la première fois que nous sommes amenés ici par monsieur Logier qui habite la ferme du Grenouillet. C'est sa famille qui a mené les Allemands sur le site du crash parce qu'ils ne connaissaient pas, c'était la forêt. On découvre, dans la forêt, 2 tombes. Ce sont vraiment 2 tombes, vous voyez ? En réalité, ici, on reposait jusqu'en 1945 Harry Lovell et Robert Junior, les 2 mitrailleurs que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà. Là, sur la plaque, on voit, voilà, on peut filmer maintenant la plaque où il y a tout l'équipage. Vous voyez, on retrouve le Fly Officer, Harry Lovell, ce n'est pas un mitrailleur, c'est le navigateur, excusez-moi, Harry Lovell. Et on retrouve bien sûr Robert Junior qui était radio-opérateur mitrailleur. Et sur la plaque, il est aussi marqué 6 d'entre eux ont été provisoirement ensevelis ici. Ce n'est pas la réalité, puisqu'ici il n'y a eu que 2 hommes, les 6 autres ayant été enterrés dans la fosse commune un petit peu plus loin. Donc finalement, ça nous donne ni plus ni moins que 8 corps à 50 mètres d'intervalle. 6 dans le trou là-bas et 2 ici. Du fait de leur meilleur état de conservation, lors de leur découverte, ces 2 autres corps d'aviateurs, et aussi parce qu'ils ont été découverts que le lendemain de la sépulture de la fosse commune, le radio-mitrailleur Technical Sergeant Robert A. Junior et le flight officier navigateur Harry E. Lovell furent inhumés ici, un peu plus en retrait que leurs 6 compagnons, avec l'identité complète de leur nom et leur matricule apposée sur une croix posée par les Allemands. Nous avons retrouvé une plaque d'identité, celle du copilote Robert McCarthy. Nous l'avons retrouvé. McCarthy fait partie de la fosse commune. Et cette plaque, c'est mon ami Jean-François Lafosse qui l'a découverte, qui me l'a remise en main. Elle mesurait, mais même pas le quart d'un millimètre. En épaisseur ? En épaisseur. Elle avait été ruinée complètement. Et lorsque nous l'avons pris, nous avons pris avec précaution
elle s'est désagrégée, elle était trop abîmée. Ça prouve que l'État, la chaleur qu'a dégagé l'incendie, c'était quelque chose d'une folie. Heureusement, tu gardes une photo précieusement de cette plaque d'identité, cette dog tags, avant qu'elle n'ait disparu définitivement. Ah, voilà, donc on va la mettre en photo dans le film, et en fait, elle s'est désagrégée peu de temps après, quoi. Ah non, mais non, avec le temps, on en a pris soin, elle s'est complètement désagrégée. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont mis également des débris d'avion. Regardez ça. Absolument. Sur la tombe. C'est devenu une coutume. Alors, d'habitude, il y en a beaucoup plus. Il doit y avoir des personnes qui doivent en amener chez eux. D'habitude, il y en a beaucoup plus, effectivement. Ce sont bien des vestiges de libérateurs. Donc en fait, en se promenant sur le site, aux alentours, eh bien, des pérégrinations au milieu des bois, si vous trouvez un morceau de métal, là, regardez, je vais le faire, un morceau d'aluminium fondu, eh bien, la tradition du site préconise que les quelques découvertes de l'avion, par mémoire, on les dépose, voilà, ici, sur la petite stèle, regarde ça, en leur souvenir. Ah, mais ça c'est un morceau de verre bombé, et du coup, de tourelle. c'est la tourelle, ça. Il y avait, on appelait ça une vitre blindée, armor plate en anglais. Il y avait plusieurs couches contre-collées de verre. Voilà. Et quand, suivant les crashs, comme ça se passait, ça éclatait en morceaux. Et il y a plusieurs morceaux, il y a 7 épaisseurs, de 7 à 9 épaisseurs de verre. Cette épaisseur-là, et des fois un peu plus épaisse, un peu moins épaisse, et c'est contre-collé. Voilà. Ça permettait aux balles de rentrer, mais la force... Oui, de toute façon, c'est du verre sécurité. Typique aussi de la vie. Là, il y a du tissu de l'appareil. Ça, c'est les sangles. Alors, et surtout, également, je l'ai vu sur d'autres crashs, c'est en fait aussi, au-delà de la sangle, parce que là, c'est très difficile de vous dire exactement, mais ça peut être également les protections qu'il y a autour des durites hydrauliques pour éviter la transmission de la chaleur, en fait. Et ça évite le contact et la friction. Je l'ai déjà vu entortillé directement sur des conduites, sur certains autres crashs que l'on a pu visiter avant de venir ici. Mais si on regarde avec attention, on en trouve réellement de partout. En fait, la stèle est carrément au milieu des restes de l'avion. Tout ça ressort suite au violent orage qu'il y a eu là dans les jours qui sont à peine là, les jours passés. Ça a tout lavé, tout nettoyé. En parlant de violent orage, il commence à tomber quelques ça y est, gouttes, et ça fait rien. On commence à prendre quelques gouttes sur le nez. Et nous sommes bien là. Donc voilà, cette sépulture des 2 personnes qui ont été inhumées là. Harry Lovell et Robert Génior. Le pilote du Lucky Lady, le second lieutenant William Olivier Trotter, lui aussi ayant réussi à se parachuter hors de son appareil, fut fait immédiatement prisonnier près du viaduc d'Antéor par les servants de la batterie de Flak en protection de celle-ci. Et comme nous l'a expliqué Philippe précédemment, il fut transféré dans un hôpital près de Dijon pour tenter d'y soigner ses affreuses blessures. Dans celui-ci, il y fera la connaissance d'un autre pilote de B-24 crashé le 5 juillet lors d'une mission au-dessus de Toulon. Il s'agissait du second lieutenant Edward Auguste Grunwald aux commandes du Free Delivery, crashé sur la commune de La Valette. On apprendra dans une correspondance entre Grunwald et la femme de Trotter, afin de remplir une promesse que ces 2 hommes s'étaient faite sur leur lit d'hôpital. Celle-ci consistait à donner des nouvelles à leurs proches si l'un d'eux survivait. Et l'on y apprend que Trotter, dans l'incapacité de marcher à cause de ses multiples brûlures au 3e degré et surtout parce que les voies de chemin de fer venaient d'être détruites également par les Alliés, son état de santé, jugé par les Allemands incompatible avec un déplacement, fut laissé sur place. Le manque de moyens et de soins dans cette trouble période ne purent empêcher l'infection de ses blessures et Trotter décédera 3 mois après son crash. Le pilote est le seul qui s'en sort très gravement brûlé. Il décédera donc 3 mois plus tard. Voilà. 2 autres parachutistes qui ont évacué l'avion sont retrouvés décédés. Là, rapidement, non loin de l'avion. Et le cas qui sort de ce cas du Lucky Lady au niveau de son histoire, c'est que, et il en manque un pour faire 10, ce 10e ne sera retrouvé au milieu de la forêt grâce à son parachute blanc qui sortait de la forêt par des bûcherons en avril 1946, c'est-à-dire quasiment 2 ans plus tard.
Et je possède tous les rapports de découverte du corps avec son portefeuille, les photos, l'argent qu'il avait sur lui. Donc c'était véritablement en fait un squelette accroché au bout de filin de son parachute alors. Le parachute était encore accroché aux arbres. C'était tellement fourni après la guerre ici. C'était une forêt intense et immense. Mais tu dis que ça a brûlé, donc malgré tout il restait quelques arbres. Ça a brûlé après. Là, lorsque l'avion a brûlé, l'incendie, il a été circoncis sur, je pense, 200-300 mètres. Ça n'a pas mis le feu à la forêt, pas du tout. Ça a brûlé tout autour et ça a brûlé les arbres autour, ça oui. D'accord, je pensais que ça avait vraiment embrasé toute la montagne. Ça n'a pas embrasé la montagne, pas du tout. Les incendies ont eu lieu dans les années 60, principalement 70, où il y en a eu plusieurs d'affilée qui ont été catastrophiques, ainsi de suite. Et cet aviateur, le pauvre, qui était toujours attaché à ses suspentes, était au sol en état de squelette. Et personne n'avait découvert. Et on ne pouvait pas le découvrir parce que la forêt était impénétrable dans les années juste après-guerre. Et les bûcherons qui travaillaient régulièrement, j'ai leur nom, leur identité, j'ai retrouvé un membre de famille d'un des bûcherons qui a toujours raconté dans sa famille comment il avait découvert cet homme-là. C'est le parachute déchiré entre-temps blanc qui attire son regard. Il était avec un ami, il dit tiens, qu'est-ce que c'est, on s'approche. Et là, horreur et stupéfaction quand il tombe sur le corps d'un aviateur. Voilà. Alors, ainsi de suite. Donc lui est retrouvé, ça fait 2 ont été inhumés sur place, les 6 dans la fosse commune. Dans des fosses communes et le pilote, ça fait bien 10 hommes. Et le site où les bûcherons ont trouvé le corps accroché à l'arbre, finalement vous n'avez pas eu l'occasion d'y laisser un signe particulier pour reconnaître l'endroit, non? Il est donné dans les rapports l'endroit, mais l'endroit. Alors l'endroit en forêt, c'est un endroit ouais, c'est très vague. Qui est cité, et l'endroit précis, voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, on a fini sur ce deuxième crash de la journée du 25 mai et on se dirige désormais vers Cannes pour voir le 3e crash, l'appareil s'appelle comment déjà? Le Strictly Commander qui était piloté par le capitaine Robert W. Hornbecker. Bon, allez, direction ce 3e site de crash et on aura fait le tour de nos 3 avions impliqués dans cette journée mémorable du 25 mai sur la région cannoise et ses alentours.
Alors, nous voici sur l'artère principale à l'intérieur de cette ville bien connue qui s'appelle Cannes. Elle est connue justement pour son festival international du film, principalement, et bien entendu pour tous ses hôtels et le côté tourisme. Bref, si nous nous retrouvons ici actuellement, eh bien c'est en fait pour continuer et terminer notre petit périple sur les crashs du 25 mai 1944, et nous allons découvrir ensemble ici le 3e crash qui est le B24 Strictly for Hunger, crashé sur une petite colline un petit peu au centre-ville, on va dire, de Cannes, qui s'appelle la Croix des Gardes. Allez, on s'y rend de suite pour découvrir ce 3e crash. Philippe, tu nous emmènes où là? Alors là, nous sommes dans les petites rues du Vieux Cannes, la colline du Suquet, et nous allons arriver à ce qu'on appelle la Castre, où il y a un musée au sommet avec une vue sur Cannes fabuleuse. Et de là, on va apercevoir le massif de la Croix des Gardes en arrière, que l'on va comparer avec la photographie où il y a la fumée qui s'échappe lorsque l'avion vient juste de s'écraser. Alors, si je comprends bien, tu nous fais monter ici parce que... Ah, j'en ai mal à reprendre mon souffle. Il y a une photo en fait où un des témoins a photographié à l'instant même le crash en train de survenir sur la colline des Croix des Gardes. Alors, et tu nous amènes sur le point de vue, c'est ça? Alors cette photo a été prise par Victorin Morel, bien connu à la Boca, Victorin Morel, qui habitait au Bosquet d'ailleurs, et c'est lui qui avait 14 ans à l'époque, qui a pris ce cliché où on voit la fumée qui s'élève du lieu du crash à la Croix des Gardes. Bah, c'est une chance inouïe qu'il avait déjà un appareil photo et puis qu'il ait pu saisir cet instant parce que ça se passe très rapidement en fait, hein, un crash. Absolument. C'est d'ailleurs le fait que les sirènes d'alerte se mettent en place, les tirs de DCA qui ont attiré son attention. Il a vu l'avion qui arrivait de la mer, le temps de prendre son appareil photo et de monter vite à la Castre. L'avion s'était écrasé. Voilà. Allez, on monte découvrir ça. Voilà.